Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un cas de neuro et je vais essayer de ne pas dépasser les 20 minutes. Alors, soyez attentifs et j'espère que ça vous sera bénéfique. Il s'agit d'un homme de 31 ans qui nous a été adressé pour adiadococynésie, qui est un syndrome cérébelleux fait d'une difficulté d'effectuer des mouvements alternatifs rapides tels que le mouvement des marionnettes, qui témoigne d'un syndrome cérébelleux potentiel, et il nous avait précisé de rechercher un foyer épileptogène, notamment temporal. Bon, lorsqu'on a fait l'interrogatoire, on a trouvé que le patient se plaignait de fourmillements de l'hémicorps gauche, plus marqué au niveau de son membre supérieur, et c'était des fourmillements qui étaient occasionnels, pas constants. Il se plaignait surtout d'un trouble de la conscience et d'un trouble de la concentration, et de la mémoire. Donc on a fait suite à ça une IRM encéphalique. Alors on a réalisé un ensemble de séquences pour explorer l'encéphale de notre patient, et la première séquence qu'on réalise toujours, c'est la séquence axiale flair. Alors on va défiler notre séquence axiale flair de haut en bas, et là qu'est-ce qu'on retrouve? On se rend compte qu'il y a une anomalie de signal. La première question à se poser, c'est que où siège cette anomalie de signal? Mais avant tout, on devra vérifier si elle est isolée, si elle est focale, ou est-ce qu'elle est diffuse. Ici, notre anomalie de signal n'est pas diffuse, elle est localisée et focale. Où est-ce qu'elle se situe? Est-ce qu'elle se situe dans le parenchyme encéphalique ou en dehors du parenchyme encéphalique? Ici, il est clair qu'elle se situe dans le parenchyme encéphalique, car elle est cernée de toutes parts par le parenchyme et non pas par du liquide de LCS, du liquide cérébrospinal. Donc elle est de siège intra-axial. Ensuite, le siège précis de la lésion, est-ce qu'elle siège au niveau du lobe frontal, du lobe pariétal ou du lobe temporal? Alors ici, elle siège en arrière du sillon post-central, donc elle est de siège pariétal. Ensuite, pour être plus précis, est-ce qu'elle siège au niveau de la substance blanche ou de la substance grise, ou les deux à la fois? Alors ici, on arrive nettement et clairement à distinguer le ruban cortical de la substance blanche sous-corticale. Cette lésion, puisqu'elle respecte le ruban cortical sur l'ensemble des coupes par lesquelles passe notre examen, on arrive à conclure qu'il s'agit d'une lésion principalement de la substance blanche, même si ici le ruban cortical il siège d'une discrète anomalie de signal qui peut entrer dans le cadre d'un artefact de volume partiel. Mais bon, la lésion est principalement siège dans la substance blanche. Et la substance blanche, comme tout le monde le sait, il y a plusieurs région anatomique de la substance blanche, notamment à proximité du cortex. Lorsque la substance blanche est au contact du cortex, on appelle ça la substance blanche juxtacorticale. C'est le cas de notre lésion. Elle est juxtacorticale puisqu'elle jouxte le ruban cortical. Et elle s'étend aussi au niveau de la substance blanche sous-corticale, comme ici où il y a un micronodule qui est un peu plus loin du ruban cortical. Donc elle occupe la substance blanche juxta et sous-corticale. Ensuite, de quoi est faite notre lésion? Comment est le signal de notre lésion et de quoi est faite notre lésion? Alors cette lésion est caractérisée par la présence d'un conglomérat ou d'un cluster, d'un foyer de multiples formations micronodulaires qui ont tendance à confluer. Ces micronodules sont de forme arrondi, de forme ovalaire, de contour relativement net, et qui confluent par endroits et qui sont par endroits séparés par des intervalles de substance blanche qui est normal comme ici. Alors, ensuite, on doit analyser le signal de notre lésion. Ensuite, en second lieu, on devra préciser le signal de la lésion. Alors c'est simple, il suffit de défiler l'ensemble des séquences qu'on a réalisées et voir le signal à quoi correspond la lésion sur les différentes séquences. Ici, sur la séquence flair, elle se présente en hypersignal puisqu'elle apparaît en blanc. Je vais aller sur la séquence T2 et là, je vois que sur la séquence T2 également, on a la lésion qui se présente en hypersignal
en blanc. Et là aussi, on peut apprécier le respect du ruban cortical qui est respecté, qui n'est pas touché sur la séquence T2. On arrive mieux à mettre en évidence l'aspect micronodulaire confluent, tantôt arrondi, tantôt ovalaire, de cette lésion et l'intégrité surtout, et je le rappelle, du ruban cortical. Ensuite, sur les coupes T1, je vais ici directement sur l'écho de gradient qui permet mieux de distinguer, comme je l'avais dit sur la vidéo de la séquence T1, qui permet mieux de distinguer la substance blanche de la substance grise. Et ici, je vois qu'on a du mal à distinguer les deux contingents, puisque tout simplement la lésion qu'on avait vue tout à l'heure est en hyposignale et qui est faite de multiples foyers micronodulaires juxtacorticaux et sous-corticaux de la substance blanche. Sur la séquence STIR, enfin pas la séquence STIR, sur la séquence inversion-récupération qui va permettre de mettre l'accent sur la différence entre substance blanche et substance grise, je vois ici nettement le ruban cortical et je confirme le siège au niveau de la substance blanche de ma lésion et je confirme l'intégrité de mon ruban cortical car cette séquence permet de très bien apprécier cette distinction entre substance blanche et substance grise et là je vois que ma lésion est limitée à la substance blanche juxta et sous-corticale, elle se présente en hypersignal T2 et apparaît sous forme de micronodules. Là, je vais revoir et resituer mes lésions sur les coupes coronales, car jusqu'ici je n'ai vu que les coupes axiales, et là, je vois sur la séquence T2 coronale un conglomérat micronodulaire de la substance blanche juxta et sous-corticale de mon gyrus supramarginal au niveau pariétal. Là, on dirait que c'est un aspect qui est vacuolaire, on dirait que c'est des structures serpigineuses, ça nous a fait rappeler des structures vasculaires, donc on a pensé à une malformation vasculaire, on n'a rien compris au départ. Ensuite, on a vu ces micronodules qui allaient vers le centre semi-ovale, qui allaient vers la ligne médiane, etc. J'ai vu, ensuite, on a vu sur les coupes frontales, où est la flaire? Voilà, on a réalisé une flaire coronale. Pourquoi? Parce que sur la demande, c'était écrit recherche d'un foyer épileptogène, notamment temporal, et donc on pense systématiquement à éliminer une sclérose mésiale au niveau mésio-temporal, à la recherche d'une anomalie de signal, etc. Donc on a fait une coupe flaire, et de toute façon, elle fait partie des séquences basiques. Si vous ne disposez pas d'une 3D flaire, dans l'exploration des épilepsies chez le sujet jeune, il faut faire soit une 3D flaire, et si vous n'avez pas cette séquence, vous devez faire au moins une flaire sur 2 plans, donc une axiale et une coronale. Et ici, sur la coronale flaire, on confirme le siège sur la substance blanche, l'aspect nodulaire, un discret hypersignal de la substance grise. Ici sur la coupe coronale, on arrive bien à voir la distribution de la lésion. On arrive à voir que le cortex n'est pas épaissi, mais qu'il est néanmoins siège d'une discrète, vraiment minime anomalie de signal, ce qui est possible. On arrive à voir cette lésion qui est détachée du reste des lésions et de la lésion principale, et que la lésion est en hypersignal flaire. Je vais terminer par vérifier le signal de ma lésion sur le reste des séquences, telles que la séquence diffusion, afin d'éliminer un œdème cytotoxique, afin d'éliminer les signes de prolifération cellulaire. Et ici, j'ai un discret hyper signal par rapport au reste du cortex et de la substance blanche corticale qui n'est pas significatif. D'autant plus qu'ici, sur la cartographie ADC, il y a un hypersignal, il n'y a pas de restriction du tout. Peut-être qu'il s'agit d'un œdème vasogénique réactionnel. Ensuite, je vais voir sur la séquence T2 étoile s'il n'y a pas de stigmate hémorragique, puisque j'ai dit qu'on avait pensé à une malformation vasculaire. Ici, au contraire, c'est en hypersignal T2 étoile avec ce petit cluster de micronodules qui confluent. Ensuite, je vais profiter de ma séquence T2 étoile pour rechercher un cavernum, puisqu'il s'agit, ne l'oublions pas, d'un contexte épileptogène.
d'épileptiques. Donc il n'y a pas de signe de cavernome et les cavernomes sont pourvoyeurs de crises d'épilepsie. Ensuite, je vais jeter un coup d'œil à ma séquence 3D TOF. Je vais mettre la séquence 3D TOF qui est une séquence d'angiographie fonctionnelle. Donc je vais me mettre à un MIP de 40 à peu près pour voir s'il n'y a pas d'anomalie vasculaire, d'irrigation vers la région donnée. Et ici, il n'y a aucune anomalie vasculaire, que ce soit au niveau du polygone de Willis, que ce soit en projection de la région où il y a ma lésion. Donc pas d'anomalie sur la séquence 3D TOF. Je vais voir s'il y a un rehaussement ici. Bon, sur cet examen j'ai pas montré la séquence spin-écho. Normalement on devrait voir, apprécier le rehaussement sur les séquences spin-écho, mais pas grave, j'ai une séquence écho de gradient 3D. Ici il n'y a aucun rehaussement, pas d'anomalie de développement, veineuse de développement, il n'y a rien de rien. Je vois ici mes lésions qui sont en hyposignal T1 non rehaussées. Donc voilà en gros l'ensemble, l'aspect de la lésion sur l'ensemble de mes séquences. Donc en gros c'est quoi? Nous sommes face à une lésion qui touche principalement et électivement la substance blanche juxtae sous-corticale. C'est un point clé. Le deuxième point clé, c'est qu'elle épargne le ruban cortical, si ce n'est quelques petites atteintes vraiment discrètes. Le ruban cortical n'est pas épaissi, n'est pas siège d'anomalie de signal flagrante. Il n'y a pas de signe de scalloping cortical ou d'empreinte sur la corticale osseuse pariétale en regard. C'est une lésion qui se présente en hypersignal T2, mais qui est moindre que celui du LCS. Et qui est plus blanc que la substance blanche normale. Il est en hyposignal T1 et il ne disparaît pas en flair. Donc il est en hypersignal flair, chose qu'on ne retrouve pas dans la dilatation des espaces de Virchow-Robin. Et on note également, élément qui est très important, c'est que la limite entre la substance blanche, la lésion et le cortex est nette. La limite entre la lésion et la substance blanche est nette. Et les contours lésionnels sont nets également. Ils sont faits de micronodules confluents. C'est un ensemble de micronodules confluents qui est mieux visible sur la séquence coronale et sur les séquences inversion, récupération. Alors de quoi parle la littérature? La littérature parle de tumeurs neuronales micronodulaires et vacuolaires, qui est une nouvelle entité récente, validée en 2016 par l'OMS dans sa classification des tumeurs du système nerveux central. Pourquoi? Vu qu'elle a un aspect cytoarchitectural qui est typique en anapathe, et même en radiologie on le verra qu'elle a un aspect caractéristique. Le problème, le hic, c'est que bien qu'elle fasse partie de la classification des tumeurs du système nerveux central, sa nature tumorale et néoplasique n'a pas été encore confirmée ou élucidée. En effet, on ne sait pas si vraiment c'est une nature tumorale ou alors c'est une nature dysplasique ou amartomateuse, une nature malformative. Donc là, c'est vraiment très incertain et très peu clair. Une étude a été publiée sur la revue américaine AJNR et qui a pour titre Tumeur neuronale multinodulaire et vacuolaire, a new leave me alone lesion, avec un aspect en imagerie caractéristique. Leave me alone, ça veut dire les lésions à laisser tranquilles, c'est dire la bénignité de la lésion. Elle a été publiée en 2017, ce qui est relativement récent. Elle a porté sur environ 53 cas présumés tumeurs neuronales multinodulaires et vacuolaires, et ce sont des cas qui ont été recueillis de 2006 à 2016, donc avant la validation de l'entité par l'OMS et la classification des tumeurs du système nerveux central. Alors cette étude a été faite à l'aide de 3 neuroradiologues, donc des radiologues spécialisés en neuroimagerie, qui avaient des expériences plus ou moins
et avec la participation de la grande Anne Osborne, qui a plus de 35 ans d'expérience en domaine de neuroimagerie et qui est connue dans le domaine de la neuroradiologie. Alors, à quoi a conclu cette étude? Elle a conclu à un aspect hautement caractéristique en imagerie IRM de cette lésion. Vous voyez cet aspect en bulle de savant, cet aspect en micro-nodule de la substance blanche juxta et sous-corticale qui est séparé d'intervalles de substances blanches saines et qui est fait d'un conglomérat, d'un cluster de micronodules qui va donner un aspect vacuolaire de la lésion. C'est tout à fait comme on a vu dans notre cas et dans le cas que je vous ai présenté. Alors, les critères sémiologiques qu'on a retrouvés, c'est un hypersignal T2 supérieur à celui de la substance blanche, hypersignal flair supérieur à celui du CSF, du NCS, donc il n'y avait pas de suppression des liquides sur la séquence flair, et en hyposignal T2 par rapport au liquide. Le siège électif était le lobe pariétal, il n'y avait pas de restriction sur la cartographie ADC, il n'y avait pas de prise de contraste ni artefact de susceptibilité magnétique sur la séquence T2 étoile. Et ici, on note un aspect typique en bulle de savon qui est proche de celui de la dinette, sauf que dans la dinette, la lésion était continue. Alors, vu que cette étude a été faite sur des cas faits entre 2006 et 2016 et que avant 2016 l'entité n'était pas encore validée par l'OMS, elle était méconnue, comment ont été libérés ces aspects lésionnels? Alors, dans cette étude, on dit que ces lésions ont été libérées soit comme étant des dinettes, des tumeurs neuroépithéliales dysembryoplastique, soit comme étant des dysplasies corticales, soit comme étant des dilatations des espaces de Virchow-Robin. Mais ils se sont rendus compte en fait que c'était, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont présumé tumeur micronodulaire et vacuolaire, puisque ça ne collait avec aucun de ces diagnostics, puisque pour ce qui est de la dinette, elle ne touchait pas, la dinette touche essentiellement le cortex et peut s'étendre à la substance blanche sous-corticale, elle réalise généralement un scalloping, etc. Elle est entourée sur la séquence flair d'un liseré en hypersignal flair de ces lésions. Elle présente un aspect en bulle de savon, mais c'est pas vraiment le même aspect en bulle de savon, puisque c'est une lésion qui est continue, qui n'est pas séparée, qui n'est pas faite de micronodules organisés en cluster. Pour la dysplasie corticale, le siège principal de la dysplasie corticale, c'est le cortex, donc il y a un petit épaississement du cortex, il y a un aspect de blurring, c'est-à-dire un aspect flou entre la substance grise et la substance blanche, chose qu'on ne retrouve pas dans ce cas, la limite est nette entre la substance grise et la substance blanche. Et pour le transmental sign, c'est une prolongation de cette anomalie de signal vers la substance blanche de la ligne médiane qui se fait progressivement avec un aspect flou, une limite peu neutre entre la substance blanche normale et pathologique. Sur les séquences fonctionnelles, si on fait une séquence de perfusion, on pourra s'apercevoir sur certains articles que j'ai lus qui peut y avoir une discrète augmentation du RCBV, c'est-à-dire du volume cérébral, du volume sanguin cérébral, une vraiment minime et non significative. Sur la spectro, si on fait une spectro, on peut avoir une discrète diminution de NAA de la choline et une discrète augmentation de NAA. Et sur cet article, on nous a montré quelques images qui ressemblent vraiment à la nôtre, enfin celle que j'ai expliquée, et qui est faite de vraiment multiples formations micronodulaires qui confluent, qui sont séparées d'intervalles sains, qui n'exercent aucun effet de masse, c'est très important, aucun effet de masse, contrairement aux dinettes, et contrairement aux ganglioglium, contrairement parfois aux espaces de dilatation des espaces de Virchow-Robin, qui dans ce cas suivent exactement le même signal que celui du LCS, donc qui apparaissent en hyposignal flair, sauf s'il y a de la gliose périphérique. Dans ce cas, elles doivent être vraiment petites pour pouvoir les confondre. Voilà, ce sont des lésions qui ressemblent vraiment à la nôtre et c'est
caractéristique, cet aspect est caractéristique. Donc, ce qu'il faut retenir, les highlights, c'est que la tumeur neuronale micronodulaire et vacuolaire est une tumeur qui est bénigne, on n'est même pas sûr qu'elle se soit une tumeur, c'est peut-être amartomateux, dysplasique. Ce sont des lésions qui sont stables et qui montrent en général dans la grande majorité des cas un aspect typique en imagerie. L'IRM suffit amplement au diagnostic sans avoir besoin à d'autres séquences ni à d'autres explorations. Et comme c'est une entité nouvelle, en 2016, c'est rien, une surveillance, sur les articles que j'ai vus, ils préconisaient une surveillance de 6 mois, de tous les 6 mois pendant 3 ans. Mais comme il n'y a pas assez de recul sur ça, hormis les études rétrospectives, donc on préconise une surveillance de 3 ans tous les 6 mois et en général c'est stable. Ce qu'il faut retenir également, c'est que c'est des lésions qui sont asymptomatiques dans 96% des cas. Donc est-ce que chez notre patient elles sont de découverte fortuite, c'est des incidentalomes le plus souvent. Donc est-ce que chez notre patient ces lésions correspondent vraiment à la symptomatologie qu'il présentait? Je le répète, il avait des fourmillements occasionnels au niveau du membre supérieur gauche, donc contralatéral, lobe pariétal, membre supérieur. Donc je suis pas très spécialisé en anatomie fonctionnelle, mais ça pourrait coller. Pour ce qui est du foyer épileptogène temporal, il n'y avait rien, je n'avais pas trouvé, notamment sur les séquences MPR, T1 MPR, notamment sur la flaire, notamment sur les inversions récupération. Il n'y avait pas de sclérose mésiale, il n'y avait vraiment pas d'autres anomalies qui expliquaient. Donc peut-être à compléter par un EEG. Si la lésion est symptomatique, est à l'origine de la symptomatologie, une résection chirurgicale, et si le traitement médical est réfractaire, une résection chirurgicale est d'ordre. Et si elle n'est pas symptomatique, il suffit juste de surveiller et de proposer une surveillance tous les 6 mois jusqu'à 3 ans. Et si c'est stable, c'est bon. Et j'espère que j'ai pas été trop lourd. J'espère que je vous ai au moins apporté quelque chose de positif, de plus. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Et partagez. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.